Grenze Pflanzen, ich Geräuschtäusch, gib ich Start und ich freuen sie. Geh du hoch und ich fochen, ich gehst bei Schlung. Vrun ich hache, gechtun, bochlem bullet, gin ich meisten Tischen, letischmaßen. Mich kann ich goch, bin ich tief in den Steier. Schmatisch. Donc voilà un petit morceau de yiddish phonétique que je ne parle pas, mais que j'ai entendu quand j'étais petit enfant. C'était ma grand-mère qui parlait yiddish avec ma mère, et donc il me reste comme un écho. Donc c'était vraiment un rapport entre elles, et c'est vraiment une langue entre elles, une langue de femmes. Et elles avaient des choses à se dire, et pour pas qu'on comprenne, bien sûr, elles parlaient yiddish. Et donc c'était toujours mystérieux, et elle avait toujours un accent, ce joli petit accent, où elle mélangeait le masculin, le féminin, disait une garçon, un fille, tout ça, des confusions, mais c'était adorable, c'était charmant, quoi. J'aimais beaucoup entendre parler ma grand-mère. Et elle nous chantait de temps en temps une chanson en yiddish, et donc c'était toujours... c'était doux, c'était agréable, hein. C'est une langue, je dirais, c'était comme un bon strudel, quoi. Ça passait dans le corps, quoi. Et c'était lié à la nourriture, parce que ma grand-mère aussi faisait des plats, faisait à manger, des choses yiddish, polonais, et elle me disait toujours, mon petit schnorrer, plus jamais tu mangeras ça quand je serai plus là. Et je comprenais pas à l'époque, je dis mais pourquoi tu me dis ça, tout ça? Et c'est vrai. Elle est décédée, et ce qu'elle me faisait, je n'ai plus ce goût, et ce goût de la langue, et ce goût de la nourriture. Quand j'ai cette langue en moi, qu'il y a cette résonance dans ma tête et dans mon corps, c'est toujours quelque chose d'agréable, quoi. C'est un moment... j'étais protégé aussi avec ma grand-mère et avec ma mère, mais surtout avec ma grand-mère. Et elle représentait aussi, je trouve que la grand-mère, c'est très important. Parce que quand je me suis rendu compte quand elle est décédée, tout ce qu'elle avait emmené avec elle. Mais le yiddish est toujours là, toi. Et de temps en temps, il sort, toi. De temps en temps, il sort, toi. Wie bitter, wenn sie fällt. Wie schein und mächtig ist in Reus, wenn ist. Wie treurig finster wird, wenn Gott... Si on convoque des fantômes, ou les esprits, ou le sonore, faudrait qu'il se passe quelque chose là, tu vois. Faudrait qu'il se passe quelque chose. Faudrait qu'ils viennent, quoi. Faudrait qu'ils viennent, faudrait qu'eux viennent, et qu'ils viennent. Alors je vais le faire pour elle, peut-être. Je vais essayer de la convoquer. Si j'arrive, si elle est là. Elle est là, mais elle est peut-être aussi intimidée par vous, quoi. Hein? Alors, c'est toujours une petite mélodie. Je pense qu'elle devait se pencher sur moi quand j'étais bébé. Elle devait me chanter quelque chose. Et voilà, une petite mélodie, donc je vais essayer. Alors, elle va venir comme ça, et puis comme je l'aime, je l'adore, cette femme. Gishtachtun, stigachten, schlinken, gunnishtaistufen, stikin, mischgetaitun, mischgegele, bistachan, nistlaifuchan, gistechel, gunustuchun. Elle vient. Gishtachen.
Gishtabachtun, haloben, Gishtacheta yuyum, Gishmachen, Gishtafachten, Gibachon, Idachaiten, Gisneste paistuchu. In Wasser, in Feuer, wollt sie gelaufen vor ihre Kind. Nicht halten ihr Teuer, du siehst gewiss die größte Sünd. Ewig glücklich und reich ist der Mensch aus Haut, als Scheine Betonne geschenkt von Gott. Elle a toujours eu peur. Alors je ne dis pas, évidemment, je ne dis pas qu'il s'agit de ma mère. Elle a toujours eu peur des frontières, des uniformes, des gendarmes, des avis bancaires, du percepteur, de la feuille d'imposition. Très peur des dames de la poste. Elle a peur des ustensiles ménagers. Elle a très peur de la télécommande. Peur des escaliers roulants aussi. Elle aimerait que je mange. Enfin, que je mange pour de vrai, hein. De la vraie nourriture. De la viande. Des bananes. Quand on est dans un pays où il y a tout, on mange tout. On ne fait pas la difficile. Säuerne Schumme. Âme acide comme du vinaigre. Toi, tu veux jamais rien. Elle aimerait que j'ai un bel appartement. Enfin, elle aimerait que j'en sois propriétaire. Hein, dans le neuf. Très clair. Avec un ascenseur. Elle aimerait que j'ai des meubles bien cirés et des lustres en cristal comme les bessere Mensch, comme les gens bien. Je m'énerve quand elle ne comprend pas. Je lui dis qu'on n'est plus en Pologne, qu'on n'est plus au Statel, qu'il faudrait quand même commencer à s'adapter un tout petit peu. Je crie. Et bien sûr, quand je rentre chez moi et que je la laisse seule, je regrette d'avoir crié. Je regrette de m'être énervée. Oh! Die Nerven, a Säuvidentate, comme ton père, a Pakedne. Et dans sa bouche, ce n'est pas un compliment. Quel est l'accent yiddish? Alors, on peut le définir. On ne dit pas bêtement, on ne dit pas les U. Mes parents ne savaient pas dire U, donc tous les U sont des I. Ils ne pouvaient pas dire E, donc tous les E sont des E. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a l'accent yiddish. Alors, qu'est-ce qu'il véhicule, cet accent? Tout ce dont j'ai parlé jusque-là, c'est-à-dire tout un monde. Une volonté d'intégration qui ne se fait... Un grand désir d'intégration, mais qui résiste. En fait, l'accent, c'est une résistance. Hein. Pourquoi tu n'as pas chanté les passi di San Passant? Ah, alors moi je comprends, mais personne ne peut comprendre cette phrase extraordinaire dont je me souviendrai toujours. J'ai chanté le générique d'un film qui s'appelle La passante du sans souci. Et les passi di San Passant, eh ben c'est la passante du sans souci. Alors ça quand même, c'est quand même extraordinaire. Et plus jamais je ne l'entendrai. C'est une merveille. Donc ils pouvaient transformer des phrases, transformer des mots, et en fait, on retrouvait le sens du mot, le sens de la phrase, à la sonorité. Nous sommes nostalgiques de l'accent yiddish en français, et nous sommes nostalgiques de ce français parlé avec l'accent yiddish. Et beaucoup plus que le yiddish, parce qu'après tout, le yiddish, on n'a qu'à aller apprendre la langue, et puis bon, on l'apprend, on apprend la grammaire, on apprend les tournures de phrases, etc., et le vocabulaire. Mais l'accent, c'est ce que nous ne retrouverons plus jamais.
Et c'est pourquoi, quand on se balade encore au but de Chaumont, ou quand on va chez Picard, surgelé de la rue de Dunkerque, où avec mon amie Annette Vieviorca, nous allons parfois, il y a là, au détour d'un comment on appelle ça, d'un frigo, là, où il y a un couple qui se parle avec l'accent yiddish. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et alors, on les suit parce qu'on est avide de les entendre. Ou dans la rue, comme ça, par hasard, on entend, c'est souvent en couple, il faut qu'ils soient deux déjà pour parler, parce qu'ils ne parlent pas tout seuls quand même, ils ne sont pas complètement gâteux. Et donc ils sont deux et ils se parlent et on les suit, parce que c'est ce qu'on ne retrouvera plus jamais. Alors on se retrouve dans le yiddish effectivement parce que c'est la langue maternelle, la Mamelosh. Oui, on se retrouve tous dans la langue qu'on a sucée à la mamelle de sa mère. C'est la langue qu'on a tétée, oui, peut-être. Mais je crois que c'est très difficile de parler de ces choses extrêmement intimes. L'accent yiddish, donc, je pense qu'il vient s'insinuer, mais de façon inconsciente, ça c'est certain, dans la musique de la phrase, je pense. Alors, cet accent-là, cet accent yiddish, effectivement, dans certaines phrases, dans certains textes que j'écris, je le retrouve, cet accent, et j'essaye de coller exactement à ce que j'ai entendu étant petite. Wie mein Halsbett, vergess mich nicht. In Leid, in Freud, vergess mich nicht. Weil ich bin ewig dein Gedenklos Kind. Wo du willst sein, vergess mich nicht. Verlust du mich, nimmst du meine Schuhe mit mir. Dein dummen Bleiben wird du in Herzen tief bei mir. Drei kleine Wörter, gedenk sie dir. Ich bin bei dir, vergess mich nicht. Alors, quand je chante yiddish, on a pu me reprocher que je n'avais pas le vrai, parce qu'on a toujours, dans ce monde ashkénaze, on a toujours quelque chose à reprocher, sinon ça ne serait pas un monde ashkénaze. Donc le reproche est toujours là. Pas loin, il y a aussi le compliment, mais ça commence forcément par un reproche. Il faut être assez blindé et habitué à ce genre de choses pour résister. Mais bon, j'ai été élevée par mes parents juifs ashkénazes, donc je sais ce que c'est que le reproche. Et moi-même, je dois le reproduire avec ma propre fille. Donc je sais ce que c'est. On m'a reproché de ne pas avoir le véritable accent yiddish dans mon yiddish. Et contrairement à ce que vous dites, donc. Mais il n'empêche que quand je parle en français, dans les textes que je dis entre les chansons, cet accent yiddish, je le retrouve. Moi, je me disais que si j'ai choisi de chanter yiddish, c'est pour réparer quelque chose. Mais ça doit être vrai aussi, parce que tout est vrai, toutes les interprétations sont possibles pour réparer le vide, le manque, l'absence, la mort, toutes ces voix, en fait, que je n'ai pas connues et dont on me parlait sans m'en parler quand j'étais enfant. Et souvent, je dois me défendre quand on me pose des questions, quand on m'interviewe sur le sujet. Mais non, le yiddish n'est pas que la langue des morts. Le yiddish, c'est aussi une langue vivante, même si elle n'est pas parlée de façon vivante encore à notre époque. Parce que mon enfance, c'est ça, au fond. Bien sûr que c'est l'enfance que je veux retrouver. En chantant ces chansons yiddish, je veux faire plaisir à mon père, je veux faire plaisir à ma mère, quoique, je pense qu'ils auraient préféré que je chante en français, c'est ce que je dis dans un texte, ils auraient préféré que je chante en français parce que d'abord j'aurais mieux gagné ma vie
et que je suis née en France et qu'en chantant yiddish, on ne touchait pas un grand public. Je pense qu'ils auraient préféré quand même. Mais peut-être qu'au fond, ils étaient quand même heureux. Mais ce qu'on transmet, ce n'est pas volontaire. Hein. Ce qu'on transmet, c'est tout ce qu'on ne veut pas transmettre, justement. Donc, je ne sais pas tout à fait... C'est un peu ce qu'ont fait mes parents. Mes parents n'avaient pas de désir de transmission, ils n'en avaient pas conscience. Mais ils ont tout transmis quand même. Donc, j'espère qu'il en sera de même pour moi. Entre 5 et 10 ans, contrairement à ce que dit Charles Trenet, je ne m'ennuyais jamais le dimanche. Jamais le dimanche. Des amis venaient chez mes parents ou alors on allait chez eux. Alors il y avait M. Bayrou, le coiffeur, et M. Heuser, le tricoteur. Moi, j'entendais Heusen. Heusen, en yiddish, ce sont les pantalons. Alors pour moi, M. Heuser, c'était M. Pantalon. Je préférais même l'appeler M. Kilotte. Je trouvais ça beaucoup plus drôle. Il y avait aussi M. Toivier. Ah, lui, il était tricoteur. Il y avait M. Peisser, le Schuster, le cordonnier. Le beau Mendele Goldkranz, très beau. Et Motke Ganeff aussi. Et il y avait une brochette de dames boudinées dans des robes du dimanche. Certaines avaient un numéro tatoué sur le bras. Elles avaient une façon de se mettre le rouge à lèvres comme ça. Ça leur faisait la bouche en cœur. C'était la mode de la bouche en cœur. Alors, il y avait Madame Fanny, Madame Jenny, Madame Régie, Madame Chaye, Madame Rochale, Madame Gitche, Madame Sorale, Madame Topche, Madame Hanche. Et puis, il y avait Madame Hesse. Alors, elle, je m'en souviens très bien, parce qu'elle était blonde, décolorée, toujours bronzée, un petit peu panichouchou, comme ça, pincée. Tsitzeskov, Kokotov. Mon père, il l'appelait Viviane Romance. Monsieur Heuser, le tricoteur. Oui, lui aussi, il était tricoteur. C'était un spécialiste des piles radiki. Pendant un temps, il avait été spécialiste des piles à col roulant, mais après, il était devenu spécialiste des piles radiki. Ah, ça, souvent, il faut que je traduise parce que les gens ne comprennent pas. Ras du cou. Alors, il criait aussi. Alors, bon, je l'ai dit, il criait très fort parce que, pour une bonne raison, c'est qu'il n'était jamais d'accord politiquement. Enfin, j'exagère. Il y en a un sur lequel ils étaient tous d'accord, c'était Monsieur Mendes France. Ah, il l'aimait bien, Monsieur Mendes France. C'était un Israélite français. Et puis, il faisait distribuer du lait aux enfants dans les écoles communales. Alors, c'est dire si c'était un type bien, M. Mendes France. Alors, dans une conversation plus douce, plus intime, ils se réconciliaient, et les yeux dans les yeux, ils se disaient « Ich will dir sagen, franche. Je vais te le dire franchement. » Et puis, qu'est-ce qu'il souhaitait la veille de la Toussaint? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il se souhaitait la veille de la Toussaint? A Freiliche Toussaint, un joyeux Toussaint, puisqu'on se disait bien A Freiliche Noël, un joyeux Noël. Et pourquoi il n'aurait pas dit ça, hein? Et puis, il y a une expression. Alors, cette expression-là, il l'employait beaucoup quand c'était la morte saison ou qu'ils avaient beaucoup de soucis, des tsores. Il se disait Chmach mir, je m'en fous. Je me fais à moi-même un je m'en fous. Et puis je les regrette, tous ces gens-là, leur façon de parler, leur zerbrochene Französisch, leur français un peu cassé, un peu ébréché. Le gefilte fish, d'après la recette de ma grand-mère,
qui la tenait de la sienne. On prend, alors il y a 2 carpes, il y en a une pour la farce et il y en a une pour la farcir. Et donc après, alors, on met des oignons, on met des œufs durs, hein, c'est ça mamie. On prend des carottes, de ce que je me rappelle, mais j'ai tout noté. Pour la farce. Non, pour mettre à côté. Pour la farce, on prend des oignons, du poivre. Il y en a qui mettent du sucre. C'est les Litvak, c'est pas des gens civilisés. Ça dépend. On fait, il y a des gens qui aiment beaucoup sucré, les Litvaks qui mangent sans sucre. Ils mettent du poivre au lieu du sucre, les Litvak, c'est n'importe quoi. Mais les Litvaks qui mangent salé et poivré. Du poivre. Mais tout le monde sait que les Russes et les Litvaks ne sont pas des gens civilisés. D'ailleurs, je vous l'ai dit, ne mariez jamais votre fille à ces gens-là. Des filets de poisson vous ferez. J'avais un client, M. Lieberman. Il m'a toujours demandé, madame, qu'on ne fait pas trop sucre. Je mets la casserole avec l'eau, avec les carottes et les oignons, et quand je farce à fur et à mesure, je les mets dans la casserole, et puis ça chauffe, et puis ça commence à cuire. En fait, je n'ai rien contre les Russes et les Litvaks. Vous pouvez mettre du poivre au lieu du sucre. Tout l'art de ma grand-mère, c'est un secret. Et dans la proportion de ma semelle. J'entendais parler yiddish autour de ces tables de Rami. J'entendais des blagues, des petits bouts de trucs. On s'est disputé. Elle se disputait en yiddish. Quand il y a une t'as triché, hein, alors là ça commençait, ça partait en yiddish. Oh non, On n'a jamais joué à l'argent. Jamais. Vous avez toujours joué à l'argent. Avec quoi vous êtes partis en vacances? Mais tu rigoles, non, C'est meilleur que la truite et le bouillon qui prend en gelée. Un petit. tu rigoles. Je me souviens quand vous payiez à la fin de la partie. Non. Au Shtetl, l'autre fois, il y avait un juif qui voulait aller en Angleterre et il va à Varsovie au consulat d'Angleterre pour faire la demande de son visa. L'employé lui demande « What's the reason of your travel ?» Et le bon juif répond « I want to polish my English ». Et l'employé lui répond « Well, your English is Polish enough ». Ich bin geboren in Düsseldorf in Deutschland in 1930. Und in 1938 nur de Kristallnacht sind wir geflogen nach Antwerpen in Belgien. Und 1940, wenn die Deutschen sind gekommen, in Belgien sind wir gefluchtet nach Frankreich. Le yiddish est une langue qui a une saveur qu'aucune autre langue au monde n'a, de toutes celles que je connais, et je présume de celles que je ne connais pas. Parce que, bon, pourquoi ne me demandez pas? Je serais incapable de vous répondre. Vous voyez, quand je dis ne me demandez pas, je spreek's noch nicht. Ça, c'est du yiddish, c'était net, je me suis entendu le dire. Et d'ailleurs, c'est une remarque générale. On n'est pas le même quand on parle une langue, quand on parle une autre langue. C'est comme si on était fait de 10, de 5, de 6 facettes différentes, comme si c'était une autre part de vous-même qui était là quand elle parle une langue et une autre partie quand on parle une autre langue. C'est très curieux. Et ça atteint également tout l'affectif qu'on porte en soi. C'est-à-dire, il y a des rapports affectifs avec une langue. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est peut-être le moment d'en parler. Et bon, c'est certain qu'avec le yiddish, j'ai un rapport que j'ai avec aucune autre langue. Mais quand je suis énervé, quand je suis très fatigué, il m'arrive de prononcer des mots avec un fort accent allemand. Par exemple, de confondre un « de » français avec un « t » en allemand, ou l'inverse, et des choses comme ça. Quand je suis énervé, ma femme m'a fait observer, ça je ne l'ai pas observé, qu'elle dit « tu dis toujours « ach ».
Ah, c'est typiquement allemand. Bon, vous ne vous rendez pas compte. Ce sont des traces des langues qu'on a pratiquées avant qui restent. C'est un problème, c'est une question de proportion. Dans quelle mesure? Parce que si quelqu'un ne se doute pas qu'il a en face de lui un interlocuteur qui a une autre langue cachée derrière le français, bon, je dis, il a mal prononcé, etc. Il faut connaître l'origine de la personne pour savoir faire la corrélation avec l'accent qu'il a. Donc quand on passe d'une langue à l'autre, c'est pas seulement l'accent, c'est toute la syntaxe. Et c'est aussi l'intonation, c'est-à-dire la manière dont on chante la langue, plus ou moins, et de quelle manière on la chante. Quelqu'un qui est hongrois d'origine, qui parle français, sa façon de chanter le français est totalement différente d'un allemand, par exemple, ou d'un anglais. Et en 1941, je suis arrivé à Moissac, il y avait une maison d'enfants juive qui accueillait les juifs dont les parents étaient en difficulté, ce qui était évidemment le cas de ma famille. Et au moment où j'étais présenté à la directrice de la maison de Moissac, qui est une femme extraordinaire, Chata Simon, que beaucoup de gens connaissent dans les milieux qui se sont occupés d'enfants juifs pendant la guerre et après d'ailleurs. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est ici on ne parle que français. Il est interdit de parler n'importe quoi d'autre. Et je ne comprenais pas le français. C'est-à-dire que c'est à peine si j'ai compris ce qu'elle m'a dit, mais je l'ai quand même compris. Et le lendemain matin, on était en rang 2 par 2 pour aller à l'école communale de Moissac. 1 heure après, j'ai été assis dans une classe où je ne comprenais strictement rien, où on faisait faire des dictées. Et je notais comme je pouvais, parce que je ne savais pas la moindre idée d'orthographe. Et quand le maître disait le soleil brilla, virgule, la journée était belle, point, je notais le soleil brillait, virgule, la journée était belle, point. Et le maître était tellement pédagogue qu'il a lu ça après aux enfants de la classe, avec les virgules et les points que j'avais notés, et j'étais la risée de tout le monde. Et quand je dis c'est un problème de survie, là c'était un problème de survie psychologique. Et pas beaucoup plus tard, c'est devenu un problème vital. Wieder viel gesingen, gemacht Success mit See. Sie haben schön geklingen und vergessen werden sie. Viel Lieder in Romanzen, gesingen ohne Schier. Noch die beste Chancen, weißt ihr, wo's hat bei mir? Das Gesang für mein Herz ist meine Schuhe. Das Gesang für mein Herz bringt mir Freude und Schier. Das Gesang für mein Herz heilt jeden Finpein. Mit dem Gesang für mein Herz können glücklich nur sein. Les tout derniers représentants de la génération immigrée disparaissent petit à petit, donc cette authenticité qui venait d'avoir parlé dans son enfance de yiddish dans les rues de Varsovie, de Lodz, etc., cette authenticité est pratiquement disparue. On peut trouver quelques exemples, mais c'est... Et pour la génération suivante, il y a des gens qui gardent un accent assez vraisemblable encore. Et heureusement, ils ne sont pas si peu que ça. Mais c'est une question de temps pour que ce type de prononciation plus proche de ce que le yiddish était avant la guerre s'estompe. Azoi wir bin a verspielter unser Stellen vor dein Blick. Mein Gott, mein Haar, je quitterai mes souliers, mein Beschafer, leiter mich aus in dein Schein. Je quitterai mes souliers et aussi mon chagrin, et m'en retournerai auprès de toi, mon Dieu. Tel que je suis maintenant, sans espoir aucun, et je me dresserai alors devant tes yeux.
Ô mon Dieu, mon Seigneur, mon Créateur, dans ta lumière purifie-moi. Étends-moi devant toi sur un nuage. Chéris-moi, berce-moi et endors-moi. Verwieg mich und schläfer mich ein. Wie seinen jene Zeiten, fin Glück in Fried und Schier, gewöhnt sie Danken und Leiden vor mir, in euch vor dir. Die Zeit hat sich gebieten, sie ist jetzt nicht wie ich will. Ich hoffe, es wird besser werden, singt mein Herz mir in der Stirn. Tout ce que sang fin mein C'est Sarah qui a mis, elle a 35 ans, elle vit toujours chez ses parents. Ça donne des frictions avec le papa. Si elle se trouve pas belle comme elle est, c'est que personne n'en veut de son sale caractère. Elle finira vieille fille et puis c'est tout. Alors, et puis, comment veux-tu qu'elle trouve un mari avec le genre d'annonce qu'elle met dans les journaux de la communauté? Ah bah, qu'est-ce qu'elle a mis comme annonce? Bah, je vais te dire, elle n'a pas de réponse. Alors voilà ce qu'elle a mis comme annonce. Jeune femme de bonne famille, ça c'est vrai, on est une bonne famille. Sportive, ça c'est vrai, sportive et tout. Recherche en vue mariage, si possible. Homme, de préférence, ashkénaze, optimiste, ou séfarade bien élevé. Et il n'y a pas de réponse. Toute cette musique-là, je l'ai entendue, on va dire, de 1955 jusqu'à 1962. Je suis resté 7 ans dans la confection avec cette musique-là dans les oreilles. Mais ça m'est jamais venu à l'idée d'exercer professionnellement avec l'accent, ça jamais. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé avec ça, il y avait beaucoup de gens très sceptiques sur mes origines à cause de ça. Un enfant, même si quand il a 5 ans, il n'a plus la mémoire de tout, il a dans l'oreille une musique qui est l'accent. Donc on s'amusait à imiter. Et puis moi, ce qu'il y a, c'est que par la suite, lorsque je suis arrivé à l'âge, on va dire, 18 ans, j'ai travaillé dans la confection en gros, rue Saint-Martin. C'était dans les années d'après-guerre, où à ce moment-là, il y avait tous les juifs d'Europe centrale qui faisaient les marchés et en détaillant et qui venaient acheter dans ces magasins. Et il y avait les accents lituaniens, polonais, russes. Et pour en revenir à l'accent m'a donné une personnalité que je n'avais pas avec le comédien qui avait joué pourtant des grands rôles. Puntilla et son valet Mati, de Bertolt Brecht, à travers toute la France. L'Avare de Molière, à travers toute la France. Incident à Vichy d'Arthur Miller. Simone de Beauvoir, le festival avec Daniel Gélin, avec de très grands comédiens. Jamais. Épopèque d'un seul coup. Voilà, je peux refaire ce que je veux. Seulement, je peux plus, je me suis emprisonné. Je ne peux plus jouer n'importe quoi. Si je joue sans accent, on dit, c'est plus popé. La truite vagabonde, bonbon, sans se méfier, qu'un pêcheur la surveille avec son appât trompeur. Ô truite, vite, vite plonge et crains de l'attraper. Ô truite, vite plonge. Tiens, voilà l'emmerde. Bonjour, monsieur le gardien. Comment, si je sais que c'est interdit de pêcher dans le bassin du château de Versailles? Bien sûr que je sais, puisque apparemment c'est pour ça que je pêche pas. Non, je pêche pas. Vous voyez bien que je n'essaye pas de l'attraper les poissons du château. C'est la mienne que j'attends. Il connaît la maison, il a l'habitude de revenir toute seule. Quand je les cible, ils reviennent. Qu'est-ce qu'il n'y a pas normal? Pourquoi c'est pas normal? Parfaitement, il y a un poisson, comme vous dites, qu'il est à moi là-dedans. Faites les comptes des poissons du château. Vous verrez qu'il y en a un des plis, c'est la mienne. D'habitude, quand je l'appelle, il revient. Ben, bien sûr que c'est un poisson. Qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Une sous-marine? Je sais pas, moi. Peut-être qu'il a fait un figue. Hein?
J'ai dit peut-être qu'il a fait un figue. Comprends pas le français, celui-là. Comment? J'avais pas à le mettre dans les bassins, et pourquoi? Parce que c'était un endroit public. Et bien justement, si c'était privé, je l'aurais pas mis. Parce que c'est peut-être des poissons des pédigrés qui sont là-dedans, qui ne se mélangent pas avec les poissons du peuple. C'est ce que nous allons voir, et bien c'est tout vite. C'est tout vite, je vous dis, V-I-V. Hop là! Vous avez vu, il faut le voir pour le croire, hein. Tiens, viens ici, Moïse. Je l'appelle Moïse depuis que je l'ai sauvé des eaux sales de la Seine. Comment? Vous avez jamais vu un poisson qui vient quand on le siffle? Vous allez dire que c'est seulement si on le siffle la Marseillaise. Comment? Qu'est-ce que c'est comme poisson? C'est une rougette de l'île. Au revoir, monsieur le gardien. Au début, il y avait même un antagonisme, et ça venait souvent de la part des intellectuels qui se disaient, d'abord, il est sûrement même pas juif, il imite les juifs, et c'est bizarre, il fait rire beaucoup. Mon rire devenait suspect parce que je faisais rire d'un plus grand nombre. Mon régisseur m'a averti, fais attention, quand parfois tu te mets en colère en scène, car il y a une époque où je me mettais en colère très facilement, et j'insultais les gens, hein. C'est pas croyable, au café-théâtre et tout. Quand quelqu'un m'agressait ou je me croyais agressé, il m'a dit, si tu agresses les gens avec ton accent, c'est drôle. Mais si tu perds ton accent, tu deviens d'un seul coup haineux. Et ça, je fais toujours attention à ça. عشان عليك يا ربي Kimitsio Tete Torah Udvar Hashem Yerushalayim Hashem Melech Hashem Malach Hashem Imloch Leolam Leolam Vahem أو في سبيل الله لا إله إلا الله الله يجيب الله يخلف الله ينوب الله يستر عشان عليك يا ربي العالمين عشان عليك يا ربي أو في يوم المؤمنين لا إله إلا الله إلهينو هاشم إخاد هاشم ملك هاشم ملك هاشم يملك لعالم. Quand je suis arrivé en France, donc je suis venu avec cet accent et qui consistait surtout à rouler les airs. Et certains me disaient, bon, je ne sais pas si ils le disaient de façon raciste ou pas, que je parlais petit nègre. Tu parles petit nègre. Et même au Maroc,
il y a certains qui par exemple, je me rappelle, on m'appelait malgré, parce qu'une fois, en grammaire, j'ai répondu et j'ai parlé du mot malgré. Et je l'avais dit malgré. Et je suis devenu Simon qui s'appelle Malgré. Alors quand on me rencontrait, on me dit malgré, ça va, malgré. En France, oui, c'était, disons, ça me différenciait, vraiment. Et ça me mettait dans des situations vraiment difficiles. Mais ce rejet, si vous voulez, que je vivais d'une certaine façon, je voulais en faire quelque chose de positif. Et j'ai travaillé sur l'accent. Je l'ai gardé, ça me différencie même maintenant, quand je chante les chants en hébreu, en arabe, quand je les entrecroise, je tiens à différencier les langues et ça m'aide à les différencier. C'est devenu quelque chose de positif, au contraire. Alors que quand je suis arrivé à Paris, au début, c'était très difficile de communiquer avec les autres. Et j'étais gêné, j'avais, disons, honte quelque part, et voilà, c'était pas facile pour moi. Alors, ce qu'on peut faire comme lien entre l'accent et la musique, ou même le théâtre, ou même le mime, parce que c'est pour moi, c'est comme une composition musicale, un accent. Et autant dans la musique, il y a des accents à faire, par exemple, dans le chant, on met en valeur telle note et pas telle note. L'accent, pareil, on marque l'accent. Et j'ai essayé justement de voir comment l'accent pouvait être en relation avec le mouvement et avec le chant. Avec le mouvement, par exemple, quand le mime, et ça m'arrangeait de faire du mime à une période donnée, parce que ça me permettait d'abord de parler sans rien dire, sans prononcer de mots, et ce qu'on appelait chez Lecoq et chez Decroux les tocs et les dynamorhythmes. Les dynamorhythmes, c'est-à-dire vous prenez un mouvement et vous le prononcez, ou une articulation, et vous insistez sur telle ou telle partie du corps. Et pareil, dans la musique, il y a des mélodies que j'aime, qui me parlent plus. Je les mets en relief, et j'essaye que l'auditeur se rende compte que je donne une importance à telle et telle partie de la mélodie, surtout dans les improvisations vocales. Cet accent me vient de loin, c'est-à-dire depuis ma naissance. Je suis né au Maroc, dans un petit village, et ma langue maternelle, c'est l'arabe dialectal, l'arabe marocain. Et donc, je suis d'origine juive. Les juifs essayaient de parler cet arabe dialectal, mais avec un accent, justement, avec des déformations de son, avec une autre intonation. Et quand, là même actuellement, je parle ce judéo-arabe, mais pour moi, qui n'est pas une langue, qui est un parler, une façon de communiquer, mais avec quand même un accent particulier, qui différencie un arabe parlant l'arabe dialectal et un juif parlant l'arabe dialectal. Et cet arabe que parlent les juifs, d'une certaine façon, il est appelé judéo-arabe. Par exemple, certaines déformations,
Par exemple, le shir, vas-y, on dit en judéo-arabe sir. Le che devient se. Ou le je devient ze. Jdida, qui veut dire, par exemple, neuf, les juifs diront zdida, z. Donc il y a toute une transformation comme ça de la langue, une altération, et l'intonation aussi est différente. Il y a la voix qui intervient aussi dans la façon de parler. Et tout de suite, par exemple, dans un groupe de gens, ou même en Israël, il est encore parlé, c'est ce judéo-arabe, on reconnaît tout de suite le juif qui le parle et l'arabe qui parle sa langue arabe. Et alors, je disais tout à l'heure, il y a, là, je reviens d'un tournage de film, de long métrage, et j'étais le seul juif dans l'équipe de comédiens marocains, et il fallait parler ce judéo-arabe parce qu'il s'agissait du départ des juifs du Maroc. Et bon, les comédiens musulmans, les arabes marocains, devaient presque apprendre le judéo-arabe pour qu'on les prenne aussi pour des juifs, si bien qu'il y avait quelqu'un qui jouait le rabbin, par exemple. Mais il jouait le rabbin avec l'accent judéo-arabe. Et alors les gens, quand ils me parlent de ce film, ils disent « mais le rabbin, il était quand même juif ». Je lui dis « non, c'était un arabe, un marocain, mais il s'est mis à l'accent judéo-arabe ». Quand je suis venu en France, j'avais cet accent judéo-arabe et je roulais les airs. Et je parlais comme ça, je sais pas, la brouette, passez-moi la brouette, pour la brouette. Et c'est petit à petit, quand même je suis venu à l'âge de 17 ans, que mon accent a fini un peu, enfin il y a quand même certains mots sur lesquels je n'insiste plus, mais n'empêche que ma façon de parler le français, ou même l'anglais, quand je joue en anglais par exemple, s'il m'arrivait de jouer à Édimbourg ou à Londres, et que je prenne un texte, le R de tout à l'heure du français revient. I am very, very. C'est-à-dire le R, je n'arrive pas à faire du R ce que j'en ai fait en français. Autant, même si je parle avec ma mère, ma propre mère qui est encore vivante, en judéo-arabe, je ne peux pas dire ma mère et moi, on a une langue. On a une langue, mais c'est l'arabe. L'arabe dialectal, l'arabe marocain, qu'on parle à notre façon, en tant que juif, et on le transforme. Et si je prends de l'arabe judéo-arabe, et je dis est-ce qu'on a sir zibli wahed al-haza, sir zibli wahed al-haza. Alors en arabe c'est shir jibli wahed al-haja. Et par exemple, voilà, un arabe de Tunisie ou d'Égypte, il ne pourra pas comprendre ça. Un arabe du Maroc, à la limite, parce qu'ils sont habitués, on vivait ensemble, on vivait les uns à côté des autres. Donc, ça roulait, ça communiquait, voilà. Et on se comprenait. Mon travail artistique sur le Matrouze sert aussi cette paix. C'est pas moi qui dois le dire. C'est le chant, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est celui qui écoute, celui qui assiste à un spectacle. Il dit voilà un message qui va vers la paix. Et cette problématique, elle est tellement
présente, mais alors chaque fois que je joue, que ce soit au théâtre, que ce soit dans un concert, que ce soit dans les lycées, le problème justement judéo-arabe et le conflit, et il faut en parler, israélo-palestinien, revient. Mais il vient de l'auditeur, c'est lui qui pose le problème, ce n'est jamais moi. Une fois qu'il le pose, alors là, on travaille sur justement la communication entre les langues, la communication entre les cultures, et on va vers ce message-là qui est... Mon père et ma mère, entre eux, ils parlaient l'arabe. Mais nous, on parlait en français avec eux. Et alors avec l'accent? Avec l'accent, oui, comme moi, maintenant. Et tu parles l'arabe? Je sais parler l'arabe. Je comprends très bien l'arabe, je sais parler l'arabe. Et voilà. C'est le judéo-arabe? C'est le voilà, judéo-arabe, oui. Ouais. Et vous ne parliez pas avec vos parents judéo-arabes? Non, non. Mais on comprenait tout ce que mes parents disaient. Si ma mère elle parlait en arabe, on comprenait. Et comment tu dirais la recette du couscous en judéo-arabe? On dit couscous marqa, kefta. Tu veux savoir comment on fait le couscous? Eh ben, je vais te donner la recette. Alors, le couscous, on prend une bassine en inox. On met la semoule grosse. On met un verre d'eau, une poignée de sel. On la roule avec la main. Comment tu fais avec la main? Tu remues bien comme il faut, comme ça, avec ta main, pour que tout rentre à l'intérieur. Et après, voilà, tu laisses reposer. Voilà, pour le couscous. Est-ce que tu es nostalgique de la Tunisie? Ah oui, moi je suis très très nostalgique. Alors moi oui. Quelle est cette nostalgie? Ça je dis, c'est que j'ai vécu 21 ans à Tunis et j'ai été peut-être 3-4 fois depuis que je suis partie. Et j'ai toujours la nostalgie, j'ai grandi avec mes parents, dans ma rue, la rue de Menton. Et j'adore la Tunisie, la vérité, ça me manque beaucoup. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé mi amante, a las cuatro me casé. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé mi amante, a las cuatro me casé. Je viens de chanter en judéo-espagnol vernaculaire, c'est-à-dire la langue de tous les jours des judéo-espagnols, et non pas le ladino. Le ladino, ça ne se chante pas,
ça ne se parle pas. Ça peut éventuellement se chanter, mais comme un chantre de synagogue, parce que le ladino est une langue qui résulte en réalité de la traduction mot à mot de l'hébreu en judéo-espagnol, de telle façon que le ladino est un judéo-espagnol à syntaxe hébraïque, et par conséquent absolument pas naturel. C'est en fait une langue pédagogico-liturgique. C'est ça en réalité, car dans les appelons ça les écoles religieuses en Espagne déjà, on apprenait aux enfants à dire Bereshit bara Elohim et Shamayim et Haaretz, qui est le premier verset de la Bible. En principio crió el Dios a los cielos y a la tierra. En commencement créa le Dieu à les cieux et à la terre. Voilà. Je viens de faire la traduction mot à mot, et c'est ce que j'ai appelé plus tard dans mes recherches une langue calque. On parlait surtout le judéo-espagnol, mais petit à petit, étant donné le nombre d'enfants que nous étions, nous ramenions les mots de l'école, et très souvent maman me disait, quand je revenais de l'école, dis-moi en judéo-espagnol, elle disait en espagnol tout court, hein, dis-moi en espagnol ce que ça signifie. Voilà. Et elle avait bien sûr, quand elle parlait français, à peu près les mêmes réactions que les hispaniques. Elle disait l'estor, pour dire le store, elle disait il fait de l'esport, pour dire du sport, de même au niveau de consonnes, des consonnes qu'elle sonorisait, etc. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien reconnaître également le judéo-espagnol. Elle roulait les airs, ce que les judéo-espagnols d'aujourd'hui ne font plus. Ils se sont tout à fait francisés, ils ont été colonisés par le français de l'Alliance israélite universelle qui est allé coloniser toutes les communautés juives du bassin méditerranéen, à tel point que j'ai inventé également le terme de judéo-fragnol, parce que finalement ce judéo-espagnol s'est considérablement francisé, et le produit de cela, je l'ai appelé judéo-fragnol grâce au modèle d'Étiamble, le franglais. Il va de soi que les locuteurs du judéo-espagnol ont considérablement diminué en nombre du fait de la Shoah, puisque tous les judéo-espagnols qui se trouvaient en Europe occupée ont été pour la plupart déportés, et on peut dire que les 90% sont morts en déportation, parmi lesquels surtout la fameuse communauté de Salonique qui, dans son entier, à quelques pourcents près, 3-4%, ont été massacrés dans les camps de concentration, dans les camps d'extermination, notamment à Auschwitz, où moi-même je me trouvais, langue que j'ai très peu parlée à Auschwitz, car finalement, ils ont été les premiers à disparaître parce que, pour la plupart, ils ignoraient l'allemand, pour la plupart, ils ignoraient le yiddish, qui les aurait sauvés en partie, car ne pas connaître l'allemand, c'était un danger supplémentaire, puisque vous n'aviez plus de nom, et que votre nom était remplacé par un numéro. Et si on vous appelait votre numéro en allemand, 151 en allemand, vous ne compreniez pas et vous aviez droit à la raclée. Et la raclée, c'était une bastonnade qui était un premier élément pour vous éliminer après l'élimination massive qu'avait été la sélection à l'arrivée à Auschwitz-Birkenau. Voilà. C'est-à-dire que finalement, les Saloniciens, comme les Italiens, que sais-je, étaient les premières victimes du fait de leur méconnaissance d'une langue germanique, que ce soit le yiddish ou l'allemand. Les intonations judéo-espagnoles ressembleraient plus aux intonations du yiddish. Voilà. Et ça, c'est une chose que j'ai constatée en camp de concentration. Déjà alors, j'ai dit, c'est bizarre, il y a tout de même des choses comparables. Hein. Il y a cette chose extraordinaire, par exemple, lorsque j'ai été arrêté le 1er mars 1943 par la Gestapo en descendant du tram, la voiture de la Gestapo m'attendait. On m'a accueilli à la descente du tram
On m'a emmené dans la voiture, et là, pour se moquer de moi, les SS qui s'y trouvaient imitaient parfaitement, exactement comme les yiddishophones, me disaient « Rachmounes, Rachmounes », ce qui signifie « Rachamanot » en hébreu, « pitié, pitié », ils se moquaient de moi. Die ganze Welt ist nicht mehr wie ein Meißele, ein Meißele. Die ganze Welt ist nicht mehr wie ein Spiel. Die ganze Welt ist nicht mehr wie ein Meißele, ein Meißele. Die ganze Welt ist nicht mehr wie ein Spiel. Aber lade, fin zerrissene Schich, aber lade, wo sendigt sich nicht, aber lade, Finger in Neut, aber lade, Finger sticke, Bruit. Je suis né en Belgique d'une famille qui venait d'Istanbul. Par conséquent, ma première nationalité a été turque en Belgique. Mais il va de soi que c'est en Belgique que j'ai fait toute mon éducation scolaire, école primaire, université plus tard, et que bien sûr j'ai parlé à la fois le français de Belgique avec l'accent, puisque nous sommes dans l'accent, et également le flamand, plus les langues que j'ai apprises au lycée. Eh bien, je vais une fois essayer comme ça. Hein. C'est comme ça que je parle. Hein. Eh bien, on disait comme ça, allez, va-t'en vite à votre maison, ta mère vous attend. C'est-à-dire qu'on mélangeait le tu et le vous, comme en flamand, comme en allemand, pas exactement, mais avec des calques également du flamand. Par exemple, on reconnaît aussitôt en belge, ici en France, quand il dit le sale linge. C'est le linge sale, mais étant donné que tant en allemand qu'en flamand, l'adjectif précède le nom, on le reconnaît aussitôt. Et parmi mes élèves, quand l'un d'eux disait le sale linge, je disais « toi tu es belge ». En réalité, je suis parvenu à perdre, et encore pas partout, pas au niveau des accents. Quand je dis accent, des intonations, d'exclamations. Au niveau des exclamations, là on peut retrouver en moi le belge. Et je me le découvre par moment où je dis « tiens, tu parles belge », à moi-même. J'ai parlé judéo-espagnol à la maison, bien sûr, avec mes parents, avec ma grand-mère. Et il y a encore, c'est d'ailleurs les choses qu'on retient le plus, c'est les exclamations dans des situations explosives, si je puis dire, parce que l'exclamation, ça ressemble un peu à ça. Mais en ce qui concerne le belge, je sais qu'on avait une petite cousine de Fontainebleau qui venait régulièrement à la maison, à Bruxelles, et qui se moquait de nous, les frères, ses cousins. Et j'étais amoureux de ma petite cousine. Et je me suis efforcé de perdre mon accent. Je l'ai perdu en grande partie, mais par moments, je me dis, tiens, ça perce un peu l'oreille, là. Voilà. Eh bien, mon frère me disait qu'en Israël, qui est le royaume pour les accents, si vous avez, hein, puisque vous avez des gens qui viennent de toutes parts, eh bien, le hongrois dira « Tisgor et aberer bevakasha igen ». Préferme le robinet, s'il te plaît. Igen, igen, igen. Bien sûr, on peut traduire ce igen de toutes les façons. Et de même, l'espagnol. Voilà. Je vais prendre quelques vers de Lorca. Il faut que je retrouve. Antonio Torres Heredia, hijo nieto de Camborios, con una vara de mimbre, va a Sevilla ver los toros. Et je disais à mes élèves, mes étudiants français, si vous essayez de le dire, vous dites Antonio Torres Heredia, hijo nieto de Camborios, con una vara de mimbre, va a Sevilla ver los toros. Je leur demande, pourquoi vous le prononcez comme ça? Pourquoi vous mettez l'accent
uniquement sur la dernière syllabe. Ils me disent, mais il n'y a pas d'accent. Je dis, bien sûr, puisque l'accent était toujours à la même place. Vous ne distinguez pas la place de l'accent. Finalement, pour moi, rentrer à la maison, c'était reconquérir ma mère, surtout, par la langue. Autrement dit, et ça c'est Jacques Rassoun qui me l'a dit un jour, il m'a dit, Vidal, tu t'étonnes de ton goût des langues. Pour toi, apprendre une langue, c'est retrouver ta mère. Et il avait raison. Padre querido, Padre bendito, luz de Israël. Le vieux Charles de la Vieille. C'était par un beau jour de printemps printanier, où ce que le chaud soleil de sa chaleur solaire éclairait la nature de ses feux incendiaires et mettait des fleurs blanches aux branches des pommiers. Les petits oiseaux chantaient leurs chansons oiseleuses. Des arbres, les bourgeons pétaient au nez des gens. Et les haies papillons, dans l'air papillonnant, dansaient de vrais rumbas comme de vraies danseuses. Je me dis, fourte alors, zut alors. J'aurais mieux préféré, par ce jour chaleureux, voir une jolie femme. Au soit, je me risque à la défigurer, dévisager. Et que vois-je? Ô beauté, ô merveille artistique, elle avait sur son dos un châle extra chic. Un châle de l'ancien temps, superbe à regarder. Moi qui ai né artiste et qui aime les belles choses, je dis comme ça une fois, madame, excusez-moi, bon, ce châle si joli que tu portes sur toi me remue les entrailles, je vous le dis sans pause. Oui, c'est vrai, dit la vieille. Oui, c'est vrai, dit la vieille. Je l'ai depuis longtemps. C'est un châle des Indiens qui me vient de ma mère. Je l'ai reçu cadeau pour mon anniversaire et tel que vous le voyez, il a 80 ans. Est-ce possible, madame? Oh, ça y est, merveilleux. Oh, je voudrais baiser ce châle super chic. Et la vieille dit, ça est vrai que tu aimes les choses antiques? Eh bien, baise mon derrière, il est 5 ans plus vieux. De día en día, él le preguntaba, ¿de qué tenés la cara tan demudada? Ella ya sabía, él